Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, le 82e épisode, donc l'épisode numéro 81. Cette blague éculée sur les numéros d'épisodes, je pense qu'un jour ce serait bien qu'on la... Oui, c'est que moi je prends du temps à chaque fois à regarder les numéros, c'est chiant. Oui, moi aussi, ça me gave. Donc, dans la continuité de l'épisode précédent, nous sommes toujours le 20 janvier 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de Steven Leroux qui vient de se casser parce qu'en fait ce con avait oublié qu'il avait un train. Mais également de Arnaud Lefebvre. Rebonjour, ou plutôt bonjour. Moi c'est Arnaud, je travaille chez Clever Cloud et je fais du développement et de l'infra. Et de Nida Léger, toujours, qui est donc notre invité du jour. Bonjour Nida. Bonjour. Que fais-tu dans la vie ? Donc je suis admin système admin système et réseau et en ESN et je suis en profil transversal. Je fais de tout dans l'entreprise. Et alors ce qui est vraiment génial, c'est que tous les liens que Steven avait poussés pour le double épisode sont dans cet épisode-là. C'est ça qui est beau. Non mais il y en a quelques-uns, ça va. Donc on est toujours dans un message à caractère apéritif, on est toujours dans un événement physical parce qu'on a toujours du public. Et donc du coup je vous propose de tout de suite enchaîner avec le premier lien qui est proposé par Nida, qui est Debian 12. Alors là moi je commence par ça, genre des rétro, Satanas, Set Spirito, Santis. Pourquoi Debian 12 ? Raconte-nous. Bah c'est un tweet que j'ai vu passer comme quoi Debian commençait la branche SID à être figée pour faire la Debian 12, qui aura un nom toujours à la Bookworm. Toy Story, donc c'est qui dans Toy Story ça ? Je n'ai jamais vu un Toy Story de ma vie. Zut. Oh fuck. En fait il faut savoir que les noms des releases Debian sont basés sur les caractères de Toy Story, je l'ai appris il y a 2 ans. Voilà. Donc là on est donc Debian 12 commence à arriver petit à petit, le process pour figer l'OS a débuté. Donc Debian 12, un Linux 4, c'est ça ? Non 3. Non, je crois que c'est un 2.2. Et mais par contre Red Hat est encore à la bourre, hein. Ils sont encore sur un kernel 1 quelque chose. Ouais. Oui, mais compatible OpenShift, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Et KVM. Oui. Et donc Debian, donc le 12 février, donc il y aura un soft freeze, donc pas de nouveaux packages et qui vont arriver. Donc là, on commence vraiment à avoir une version finalisée. Un mois plus tard, donc le 12 mars, donc là c'est un hard freeze. Donc là, ça va être, on ferme un petit peu plus la partie développement sur Debian, la future 12, et le full freeze arrivera un peu plus tard dans l'année, peut-être pour une sortie cet été. Ok. Bon. Et je sais plus quel kernel ça va être, mais ça va être. Peut-être la dernière LTS. Je pense que oui. Soit la 6, je sais pas à quel point il freeze le kernel plutôt, soit la 6.0 qui voulait être la LTS, il me semble. Soit peut-être la dernière 5.15. Je penserais plus pour 5.15, mais. Ouais. Ok. Connaissant Debian. Ouais, bien sûr. Ok. Donc voilà, c'était la petite news rapide. Du coup, les quelques news cool, en ce début d'année 2023, il y a un des projets que j'aime particulièrement en open source qui donne des news, c'est Servo. Servo, tu veux expliquer rapidement ce que c'est ? Alors, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est un projet qui avait été créé par Mozilla à la base, pour en fait faire un projet de développement de moteurs... moteur de rendu pour navigateur. Ouais. Il est rendu assez complet, du coup HTML, CSS, WebGL. Le but c'était de recoder tout le moteur de rendu de Mozilla dans un nouveau langage capable de faire du parallèle. Et en fait c'est le projet qui a donné Rust. C'est-à-dire qu'en fait Servo a été créé, enfin Rust a été adopté par Mozilla pour faire Servo, le tout sur une commande de Samsung en fait à la base. Ok. Je vous ai jamais raconté cette histoire ? Je ne sais pas. Je la connais pas, moi. Eh ben, bon, du coup, je me lance sur cette histoire. En fait, Samsung se retrouve avec des puces très parallèles, enfin, avec plein de cœurs dans ses mobiles,
et se dit, on a un problème, ce que veulent les gens, c'est du web rapide sur mobile, donc comment on fait? Et en fait, c'est le moment où Windows Phone existe encore, etc. Enfin, c'est vieux, hein. Et donc, ils se disent, bon, comment on fait pour avoir un browser rapide sur mobile? Donc, ils vont voir d'abord, la première option, c'était Opera. Opera, les envoie chier pour une raison que personne n'a jamais compris. Parce que Opera était dans son monde, tu vois, ce qui a d'ailleurs donné le succès d'Opera. Ils pouvaient pas aller voir Microsoft avec Internet Explorer parce que ils étaient en face de Windows Phone et tout le monde savait qu'ils étaient en train de racheter Nokia. Ils allaient pas aller voir Apple pour des raisons relativement obvious et ils allaient pas aller voir leur meilleur compétiteur concurrent machin qui était Google avec son Chrome sur Android parce que le but c'était quand même de shipper un nouvel OS entier pour mobile et de niquer Google. Enfin, c'était quand même ça l'option de base de Samsung sur le mobile à l'époque. Et donc, du coup, ils ont été voir le seul fournisseur de navigateurs qui restait en liste, ils ont été voir Mozilla en disant c'est comment qu'on fait pour coder un vrai moteur de rendu capable d'exploiter réellement les CPU multicœurs. Je rappelle que c'est l'époque où le projet Electrolysis de Firefox arrivait à peine à sortir. Donc Electrolysis, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était le moment où séparer les onglets du navigateur en différents threads a été le projet. Ça a pris des années, ça a été un cauchemar. Ouais, puis c'est une première version. Tous ceux qui l'ont fait, enfin tous ceux qui ont bossé dans le projet, moi y compris, s'en souviennent comme étant un moment d'une intense douleur où on a tous eu l'impression de prendre des couteaux et de se les planter dans les genoux, tu vois, comme ça en répétition. Enfin, non, ça a été pénible parce que en vrai, C et C++ n'ont pas été pensés à une époque où les CPU étaient multicœurs. Donc il n'y avait pas de multithread, il n'y avait pas de pensée parallèle en fait dans ces langages. À chaque fois, ça a été calé dans le langage, mais à l'arrache, à la massue. Et donc c'est pour ça que c'est très mal intégré à chaque fois dans ces langages-là, parce qu'en fait ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Et du coup ils ont été voir Mozilla en disant bon, comment on fait pour recoder un moteur de rendu? Et là Mozilla a dit non mais ça coûte très cher, hein, parce que je rappelle que tous les codes de browser en fait sont des codes patrimoniaux qui existent depuis genre forever. Et que en fait ça c'est le code de Netscape en fait à la base, enfin le projet Phoenix machin, je vous invite, il y a des reportages hein, sur le sujet, allez voir si vous connaissez pas le sujet, tout comme en fait WebKit machin, c'est un dérivé d'un truc qui s'appelle KHTML, enfin tout ça c'est du code patrimonial de C++ qui a de 2500 ans quoi, enfin c'est vraiment c'est du patrimoine quoi. Et là la réponse numéro 1 de Mozilla c'est de dire non mais vous vous en rendez pas compte, il y en a pour très cher. Et le truc c'est que Samsung c'est Samsung en fait, enfin c'est genre ils ont beaucoup d'argent, c'est une énorme surface, et donc ils disent non mais donnez un prix quand même, on sait pas. Et là Mozilla balance un chiffre qui était en vérité sorti de la fameuse technique du doigt mouillé mis au vent, et en fait le chiffre Samsung se marre en disant non mais attendez les gars c'est le budget café, on finance. Alors, encore une fois, Samsung. Enfin, Samsung, c'est pas juste des téléphones portables, c'est des Samsung, quoi. Et du coup, ils financent la création d'un nouveau moteur de rendu. Et la première réaction de Mozilla, c'est de dire, si on repart en C++, donc les gens qui font ça sortent du projet Electrolysis chez Mozilla, ils sont traumatisés, quoi, par l'idée de faire du multithread en C++. Et donc, ils disent, non, si on part en C++, on va, mais s'éclater. Il nous faut une autre idée et il faut que ce soit natif. Et là, en fait, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont pris toutes les thèses qui traînaient à ce moment-là en conception des langages, et ils ont fait, attends, il y a ce langage-là qui sort d'un universitaire, Rust, le concept de borrow checking, c'est une tuerie. Et donc, ils ont adopté Rust, ils ont financé le développement de Rust pour faire Servo, qui est en fait le nouveau moteur de rendu. Dans l'intervalle, ça a merdé, Mozilla avait plus d'argent, ils ont viré les gens qui faisaient Servo, le reste du monde a adopté Rust parce que c'est génial, etc. Mais du coup, tout le monde se demandait ce qu'allait devenir Servo. Servo a plus ou moins été adopté par la Linux Foundation l'an dernier, mais globalement, il y avait plus d'argent, on savait pas ce que ça allait devenir, etc. Et tout le monde était très triste, les gens qui regardaient ça, parce que les premiers résultats de Servo, mais c'est démentiel en perf, enfin, c'est génial. C'était un bon bac à sable aussi pour en fait commencer à intégrer dans Firefox. Il y a pas mal en fait de features qui avaient été faites, si je dis pas de bêtises, dans Servo, qui ont ensuite pu être adaptées tranquillement dans Firefox par petits bouts, quoi. C'était vraiment une expérimentation. Et donc là, du coup, le cerveau redevient, on va dire,
reçoit de l'argent externe. Et donc du coup, il y a une nouvelle équipe en fait de développeurs qui va pouvoir retravailler de nouveau sur le projet. Donc on devrait continuer en fait les améliorations dans ce genre d'enjeu, quoi, de projet à enjeu. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait. Donc la news est très quick, mais en clair, cerveau is not dead, brain is not dead. C'est ça. We can move forward. Et c'est quand même une vraiment très très bonne nouvelle. Voilà, c'était Quentin explique les arcanes de l'histoire de l'informatique. Voilà, désolé pour cette longue intervention. Sujet suivant, un super article. Moi j'ai trouvé incroyable. How a CPU start. Alors c'était plutôt what happens when a CPU starts. Enfin, qu'est-ce qui se passe du coup quand un CPU démarre. Alors moi, ce qui m'a fait très rire dans ce blog, c'est qu'en fait c'est pas un blog, c'est un fichier .txt mis à l'arrache sur le site de quelqu'un. Quoi. Il s'est pas trop embêté, mais après voilà, c'est très accessible. Le mec s'est focus sur le content. Tu vois. Pour le coup, c'est très facile à lire dans ce sens-là. Et effectivement, c'est un article, alors un petit peu long, ça va prendre 5 minutes à peu près à lire. Enfin, long, ça va, mais qui en fait vous explique comment. Qu'est-ce qui se passe en fait quand un CPU démarre à partir du moment où vous appuyez littéralement en fait sur le bouton. Il vous explique que par exemple le temps qu'en fait l'alimentation démarre et régule en fait l'électricité qui arrive au CPU, il faut en fait ne pas faire confiance au CPU. Là on le reset et là il commence à partir dans sa vie et à tourner correctement, etc. Il va un peu plus loin après. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'honnêtement je m'en souviens plus et de deux c'est pas évident à expliquer, mais c'est très intéressant. En fait, il donne aussi, si je me souviens bien, 2-3 raisons historiques de pourquoi les choses sont faites comme ça. Et par contre, c'est très focus sur du x86 de mémoire. C'est pas trop, c'est pas tout ce qui se passe donc dans ARM ou RISC-V comme on a parlé l'épisode précédent. Donc peut-être que certaines choses changent en fonction de l'architecture que vous utilisez, mais ça donne déjà une bonne idée de. En fait, c'est pas évident quoi. Comme sujet, et j'ai trouvé ça super intéressant. Là, je viens de lire un peu en diagonale. Donc, il parle apparemment du Z80, donc un CPU qui est assez ancien. Ancien, qui est toujours utilisé. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, on a déjà été pas mal dans le CPU, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Et si vous avez l'impression que le hardware ne vous concerne pas en tant que développeur, vous avez tort. Écoutez ce qu'on vous raconte sur le hardware, parce qu'en fait, on ne fait jamais que tout faire tourner du code qui tourne sur le hardware. Donc le Z80, donc pour beaucoup, c'est un processeur mythique comme l'a pu l'être les Motorola 68000 de l'époque. On trouvait les Z80 dans les Amstrad CPC, dans les Commodore 64, et c'est un dérivé du 8080 d'Intel. Oui, le 8080 qui est un des premiers modèles, oui. Ou un des premiers modèles phares peut-être. Oui, un des premiers modèles phares. Donc le Z80, c'est un gars de chez Intel qui s'est barré, frustré, qui a créé un processeur compatible avec le 8080 et des extensions supplémentaires. Et le Z80 est un processeur qui est actuellement toujours utilisé et vendu. D'accord. Parce qu'on le trouve dans les automates. D'accord. En fait, parfois, les vieux CPU, bien gravés, bien larges, ils ont un intérêt. Ils résistent très très bien aux emmerdes. Et du coup, c'est pas si mal. Et puis surtout, c'est comme ceux qui les processeurs 68000 de Motorola ou le Z80, beaucoup codent directement en assembleur. Ok. D'accord. Bon du coup en tout cas c'est un article qui reprend un peu de tout ça. Ça vous donne déjà une bonne vision au niveau. Peut-être d'un vieux CPU, peut-être qu'aujourd'hui ça change sur 2-3 sujets, mais toujours est-il que c'est vachement intéressant à lire quoi. Et je pense qu'il n'y avait pas eu un Devox il y a 2 ans où il parlait justement du démarrage d'une machine x86. Oui, c'était bien, c'était pas Samuel Ortiz qui avait fait cette conf à Devox il y a 2 ans sur le boot process d'un CPU. Il me semble. Je ne m'exprimerai pas. Il me semble, et c'était super intéressant. Mais c'était un peu plus haut niveau dans le sens, ça allait pas. Mais je pense que c'est un bon complément éventuellement pour ceux qui veulent creuser. C'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne la microélectronique et l'électronique dépendante de nos systèmes. Ça ne veut pas dire que ça va changer au quotidien si vous faites de l'application de gestion, mais en fait, c'est ce qui va vous permettre à un moment
de devenir beaucoup plus performant dans votre métier, je pense. Moi, personnellement, je vous recommanderais toujours d'aller voir comment fonctionne la base, parce que ça fait toujours du bien de rappeler la base. Bon, je sens qu'on va parler beaucoup de Rust, là. Ah oui, bah ça faisait longtemps. On n'a pas parlé de Rust, en fait, je crois, quasiment sur le podcast précédent, donc... Enfin, sur l'épisode juste avant, là. Tu veux dire, quand je me suis retrouvé avec David et JB, je t'assure que si. Non, sur celui, littéralement, d'il y a 10 minutes pour nous, mais une semaine pour nos auditeurs. On a pas eu de lien Rust, tu vois. Donc on se rattrape. Ah, si, je crois que j'ai quand même logé du Rust déjà tout à l'heure, non? J'ai pas mis du Rust? Je sais plus. Bref, donc du coup, le Rust est annoncé comme étant supporté officiellement dans Chromium, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas exactement dans le core Chromium. Ils vont commencer doucement. Ils vont commencer à intégrer des third-party modules ou des librairies, je sais plus trop comment ils appellent ça. Mais en fait, ils vont commencer à faire un pont entre le C++ de Chromium et Rust, donc dans un seul sens, en fait, où ce sera le C++ qui pourra appeler du Rust et pas l'inverse. Et en fait, ils vont commencer comme ça à avoir en fait un écosystème Rust au sein du projet Chromium. Donc c'est plutôt intéressant puisque c'est vrai que le projet Chromium était quand même très rapide juste en étant en C++. On voit quand même que tous les 6 mois après, je crois, sur le release, il y a quand même pas mal de failles qui sont entre autres liées au langage, parfois aussi au moteur JS qui est à côté, ça c'est un peu autre chose, qui sortent, et du coup c'est toujours intéressant de voir qu'ils commencent à prendre en fait le pas sur Mozilla, qui est un de leurs concurrents directs entre guillemets, même si ils se partagent beaucoup de choses. Donc voilà, c'est intéressant. Vous pouvez regarder vite fait comment ils vont commencer à intégrer. Ils vont commencer à intégrer d'abord une toolchain, avoir les bases, en fait, un peu les prémices pour builder du Rust et interfacer le tout. Et ils expliquent les limitations de ce que vous pourrez faire et ne pas faire afin de commencer à l'utiliser. Donc c'est un premier pas, quoi. Moi, là, ça me dépasse. Ça te dépasse? Non, mais de toute façon, l'ambiance est simple, on va virer C, C++ et tout, rajouter par du Rust. Il y a beaucoup de code C++ et dans tant qu'on est en train de parler dans Chromium, pardon. Tant qu'on est en train de parler de C et C++, on vous met le lien d'une présentation incroyable de Faster Than Lime sur Rust versus C++. Tu l'as regardé, c'est ça, Arnaud? Tu peux en parler, c'est ça? Alors, on pourrait mentir, je l'ai pas regardé, c'est Steven qui l'a regardé mais qui me l'a expliqué vite fait. Alors d'abord, Faster Than Lime, oui, déjà. Très bon blog. Oui. Personne très intéressante à suivre. Quelqu'un qui va dans le fond des choses, et surtout si vous avez envie de faire du Rust. Si votre délire c'est le macramé, moins intéressant. Ouais, puis qui va dans le fond des choses de manière très pédagogique. Il lâche pas un pavé en fait sans expliquer le pavé. Il va prendre beaucoup de formes il met beaucoup de formes et c'est très intéressant à suivre. Et du coup, il vous explique effectivement quels sont les. Donc c'est un peu un titre un peu qui bait entre guillemets, qui veut faire, j'imagine, un peu commenter. Mais globalement, dans sa vidéo, en fait, il explique apparemment que Rust, c'est bien si tu veux faire une implémentation naïve de quelque chose, comparé à une implémentation naïve de C++, tu auras quelque chose de plus perf en Rust. Si tu fais une implémentation perf en Rust, tu auras forcément plus de perf qu'une implémentation native en C++. Mais si c'est l'inverse, si tu fais une implémentation perf en C++, potentiellement, en fait, tu vas aller battre la version en Rust. Pour des raisons qu'il explique après de compilateur qui est peut-être plus d'optimisation de ces langues en fait. Voilà. Alors du coup, je sais pas si c'est que quand tu compiles le C++ avec du Clang, qui derrière en fait utilise quand même le même backend que Rust, donc le backend LLVM pour générer le code binaire final. Mais du coup, il explique en fait apparemment jusqu'à montrer de l'assembleur et à expliquer en fait les différentes lignes générées en assembleur. Comment est-ce que un des langages versus l'autre s'optimise et pourquoi C++ a priori est plus rapide dans certains cas et pourquoi Rust l'est dans l'autre. Donc c'est un peu je pense pas que ce soit le but de faire une rivalité, parce qu'en général c'est pas son but dans ses blogs, il est assez factuel et du coup il vous explique juste selon votre besoin peut-être que l'un ou l'autre sera le mieux. En tout cas aujourd'hui, parce qu'évidemment les deux langages évoluent au fur et à mesure et peut-être que dans 3 ans ce sera plus le cas, mais aujourd'hui en tout cas c'est l'histoire, quoi. Question de néophyte sur Rust. Ouais. Rust évolue beaucoup plus vite que l'environnement C et C++ ou... Oui.
Aujourd'hui, Comme ouais. tout langage vivant un peu récent, ça évolue très vite. Après, la gestion de la rétrocompat est bien faite. Après, oui, les premières visions Rust ont été un peu bénées, tu vois. Mais globalement, aujourd'hui, son évolution n'est pas pénible à D'accord. vivre. Bah, C++, c'est assez vieux, hein. Je sais pas quel âge ça, mais peut-être bien une vingtaine d'années. Ah non, mais C++, facile. ils sont partis dans un concept dont on va réduire la taille de la spec, qui est quand même une très bonne chose. On est quand même parti Oui. d'un truc comme As. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Ils ont PP17, je crois qu'on est à peu près là, tu vois. Donc c'est pas si mal. C'est plus souple. Non, ils ont viré tous les trucs improbables de CPP. C++, il y avait plein de trucs, mais c'était des idées de merde. En fait, C++, c'est un peu le langage dans lequel tout le monde est arrivé avec son concept et l'a implémenté dedans, et tout le monde a dit genre, ouais, super au début, tu vois. Et il y a eu vraiment des mauvaises idées. Donc oui, il y a un certain shift effectivement qui s'opère et au fur et à mesure ils rendent des trucs un peu plus propres, mais c'est un travail de fond qui est énorme quoi, parce que ils peuvent Mais- pas tout casser d'un truc à l'autre, quoi. La force de Rust, c'est le borrow checker. Ouais. C'est que tu ne gères pas la RAM, et donc du coup, tu ne te plantes pas dans la gestion de la RAM. Et donc pas de faille de sécurité potentiellement. Et donc, une grosse Ouais. partie des failles de sécurité pétées liées à j'ai mal géré mes mallocs et mes free dégagent. Ça veut pas dire que tu peux pas déconner sur d'autres sujets. Comme d'habitude, l'injection malveillante parce que tu fais pas le checking de la data entrante, ça peut arriver. Enfin, il y a des tas de trucs qui peuvent arriver, c'est pas le sujet. Mais il y a une partie des failles qui dégagent, et surtout la paralysation est beaucoup moins pénible à coder. Et par ailleurs, si tu veux mon humble avis, la toolchain est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo de 21 minutes, donc ça fait un petit podcast rapide entre guillemets, qui vous explique ça en détail. Donc ça se regarde assez bien. J'en profite moi pour vous loger un article que j'ai trouvé vraiment bien si vous êtes débutant en Rust, qui sont les Rust concepts que j'aurais voulu connaître plus tôt, qui a été écrit par un développeur Rust qui a décidé de dire mais en fait il y a des trucs, ça faisait une éternité que je ne comprenais pas, et notamment il réexplique bien comment fonctionne le esperluette mute, les références bidirectionnelles, comment s'assurer que les derefs sont toujours bien implémentés. Donc il y a des choses assez intéressantes que j'ai trouvées dans cet article qui, quand tu commences à coder sérieusement en Rust, il y a des erreurs que tu vois souvent. Et ben en fait, la lecture de cet article-là te permet de te dire ah mais c'est pour ça que ça déconne. Voilà. Ouais, puis il y a l'air d'avoir pas mal d'exemples, mine de rien, pas mal de. Non, il est bien cet article. Voilà. En clair, c'est je suis développeur Rust depuis un moment, et en fait le truc qui m'a manqué c'est ça. Et ben en fait très utile à lire. Et si vous êtes développeur Rust depuis un moment et que parfois votre compilou vous énerve, ça peut valoir le coup d'aller lire cet article. Moi j'irai le lire. Non mais en fait ce genre d'article c'est jamais perdu. C'est ça, clairement, Même si t'as l'impression de savoir ce que tu fais, c'est jamais perdu. Un petit message de service, la sortie de Cloud Hypervisor 29. Tout à fait. Est-ce que tu connais Cloud Hypervisor? Justement, quand j'ai vu la news sur Foronix, Ouais. j'ai fait un tweet demandant des retours sur Cloud Ok. Hypervisor, parce que je sais qu'il y a du Rust dedans, Tout à fait. Il n'y a que du Rust C'est dedans. ça. et que Intel a l'air d'être assez présent, ainsi que Microsoft. C'est les fondateurs. C'est les fondateurs. En fait, Cloud Hypervisor, c'est la première implémentation d'un hyperviseur en utilisant Rust VMM, qui est le VMM full Rust, qui a été impulsé par Intel dans la communauté des gens qu'on fait Bive, Firecracker et compagnie. En fait, la nouvelle génération d'hypervision bien intéressante là, qui est en fait poussée derrière par les cloud providers, hein, voilà. Et en fait, Cloud Hypervisor, c'est un peu le KVM, là où QEMU pourrait être un peu Rust VMM, avec un schéma un peu vulgaire. Voilà, enfin, c'est vraiment la ligne de commande pour te lancer des machines virtuelles à grand coup de Rust VM. Cloud Hypervisor supporte KVM en fait. Tu utilises Alors, KVM derrière. Non, Cloud Hypervisor est capable d'utiliser les extensions KVM dont Virtio, mais théoriquement on n'a pas besoin du binaire Ok. KVM. Et j'ai cru comprendre qu'ils savaient aussi gérer les hyperviseurs de Microsoft. Oui.
des hyperviseurs MSHV, pardon. Ouais, parce qu'en fait, il y a une partie de Cloud Hypervisor qui se positionne comme étant un anneau pour les gouverner tous. Et D'accord. donc, en fait, tu peux aussi orchestrer les autres machines virtuelles avec du Cloud Hypervisor. C'est un peu un concurrent de libvirt, si on simplifie. Ouais, On alors s'appelle est-ce qu'il bien, faut ouais. vraiment concurrencer libvirt vu l'énorme dos sûr. que c'est, tu vois? Genre, je pense que tous ceux qui ont utilisé libvirt dans leur vie savent que, genre, oh mon dieu, tu vois. Et donc Cloud Hypervisor, faut le voir comme étant plutôt la console de gestion. Tout à fait, ouais. Et, Entre guillemets. et l'autre, c'était Rust VMM. C'est le VMM, c'est la tuyauterie de fonctionnement de l'hypervisor. D'accord. Si tu veux, notre function as a service à nous, qui est basé sur du Rust et qui fait de la virtualisation, en fait, c'est du Rust VMM. On n'a pas besoin d'embarquer tout Cloud Hypervisor. Et là, nous, on est en train d'essayer de migrer toute notre virtualisation en QEMU KVM en Cloud Hypervisor. Et est-ce que QEMU vient comme pour KVM en supplément Non, parce qu'en fait, le truc que tu essaies de dégager dans l'opération, c'est QEMU. En fait, QEMU est une pièce de code incroyable, géniale et machin, mais ça fait le café, ce truc. Et résultat des courses, il y a des fois, ça a des comportements que tu ne veux pas pour de très mauvaises raisons. Donc au final, c'est l'environnement Cloud Hypervisor va permettre d'avoir une stack de virtualisation la plus légère possible et la plus propre. Ouais, Si je résume. Sécurisé aussi dans un certain sens. Ouais, qui dit léger, dit Après, il y a aussi beaucoup moins de features aujourd'hui. Ce qu'on disait dans l'épisode précédent, QEMU supporte un nombre de features assez élevé. Cloud Hypervisor aujourd'hui c'est un peu plus restreint, même si ça arrive au fur et à mesure, mais c'est en développement, quoi. Et il y a moins de failles. Mais a priori il y a Et moins si de par exemple, il y a des gens qui seraient à la recherche d'un memory leak dans du QEMU KVM qui se produit dans des cas qu'ils n'arrivent pas à trouver depuis des années, ouais, par exemple. ils pourraient être tentés, tu vois, de se dire genre peut-être qu'en Rust, vu qu'il n'y a pas de malloc free, genre peut-être qu'on n'aurait pas de memory leak, par exemple. Je crois qu'il va falloir que je le benchmark un de ces quatre, celui-là. Ah non, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Parce que déjà que je le prenne en main. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des benchmarks il y a un an d'hyperviseur. Ok, t'avais fait lesquels? J'avais fait donc ESX, Hyper-V 2019 et 2016 et Proxmox pour le côté KVM. D'accord. Et XCPNG pour la partie Xen. Ok. Ça je connais pas, mais ok. Oui, donc c'est assez complet. Et donc du coup, tu pourras le rajouter peut-être à ta liste. Donc je vois les Virteo Block Performance. Ok. Et pour vraiment, c'est de la curiosité sur l'hyperviseur. Il y a un add-on ou pas à mettre sur les machines virtuelles ou... Non, a priori. Tout est géré nativement dans le kernel. Tout est géré nativement, effectivement. Ouais. Tu lances ta machine et il n'y a pas de problème. Non, ça t'offre une CLI un peu plus sympa que QEMU. T'as des endpoints HTTP pour contrôler tes machines. Donc t'as directement une API en fait. C'est un peu plus wrappé que QEMU, quoi. Peut-être un équivalent à libvirt, je connais pas assez toutes les fonctionnalités de libvirt, effectivement. De toute façon, libvirt, je crois que personne sait l'utiliser à 100%. Ah oui, non. Et donc du coup, le prochain lien, tu avais un outil à nous montrer, Quentin, c'est ça? Ouais, j'ai trouvé qu'il était très cool, parce que moi je suis très dans l'environnement Apple, ouais. Et en fait, Apple fout la totalité des iMessage dans une base de données SQLite qui est pas toujours très agréable à bricoler. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui nous a fait un petit iMessage Exporter qui globalement te permet d'outiller, donc soit te servir du iMessage Exporter en tant que tools, soit t'en servir comme lib. Et du coup, c'est du Rust et ça te permet de bricoler ta base de données iMessage. Et donc du coup, ça peut... bon, comme d'habitude chez Apple, vous n'avez pas d'API, mais si vous êtes en local, vous pouvez aller bricoler fichier vous-même. Hein, parce que c'est quand même le grand délire chez Apple. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était cool, j'ai trouvé que ça était marrant, ça m'a fait vraiment triper. Et en fait, le truc, c'est que pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'ai dû aller bricoler et automatiser des trucs, à grand coup d'iMessage. Ça s'est fini dans un combat dans la boue avec grand coup d'SQLite. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce truc-là. Et donc, voilà. D'accord. Bon, utilisateur d'Android, je sais pas.
Ah bon, pour Ça ne dit Android, rien. t'envoies des SMS, en fait, moi, il y a des gens avec qui j'ai des discussions iMessage délirantes. J'ai des contacts avec lesquels je suis à 3000 messages par jour depuis des mois, en fait. Mhm. Et en fait, des fois, on fout iMessage par terre, et donc en fait, des fois, il faut que j'aille refoutre la conversation bien. Et en fait, à chaque fois, c'est la corruption du fichier SQL. Ok. Et donc des fois, je code des micro-trucs pour aller régler le problème. Donc moi, je suis un Non, c'est bien un peu. hein, high franchement. intensive user Ouais. of iMessage. Et voilà. Donc j'ai trouvé ce truc-là très marrant et j'ai envie de jouer un tout petit peu là-dessus. C'était... Bon. Ok. Vous voulez qu'on parle d'Apple ou pas? Bon, on est sur le sujet. Vas-y, hein. Donc Apple nous a annoncé des nouveaux matos. Ils viennent de sortir les nouveaux 14 et 16 pouces en MacBook Pro. Et en fait, dedans, ils ont foutu les M2 Pro et les M2 Max. Globalement, l'annonce, c'est 20% de performance et 30% de performance sur le graphique en gain. Ils l'ont sorti un peu comme ça à la Warmat. Donc j'aurais tendance à dire qu'a priori, c'est quand même pas une grande nouveauté. Donc voilà. Nouveauté chez Apple M2, voilà. Je pense que on est sur une release qui suit la précédente et que on va voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est plutôt l'année prochaine qu'il y aura des grandes nouveautés. Ils ont mis à jour le Mac Mini, Ouais. ce qui est logique. Il est plus cher, ce qui est logique. Et ils ont ressorti, ça m'a surpris par contre, ils nous ont ressorti out of nowhere le HomePod, pas le HomePod Mini, mais le gros là, ils l'ont ressorti et a priori il est très bien, il fait de la musique, etc. Donc on verra ce qu'il donne à l'audition. Mais moi je pensais qu'ils allaient buter ce produit-là et pour finir. D'accord. Ok. Donc ouais, c'était en dehors de tout cycle de release classique, quoi. Enfin, je sais pas, en général, c'est à la convention Apple ou je sais pas quoi. Enfin, pas la En fait, moi j'ai été très surpris, ouais, mais je m'attendais à ce que, on doive attendre ouais, encore clairement, quelques mois, parce que normalement c'est plutôt au printemps, enfin fin d'hiver, début du printemps, les nouveaux Mac, et là genre ils ont shippé ça comme des barbares. Donc pas très froid aussi, peut-être qu'ils se sont dit c'est le printemps, je sais pas. Alors pour eux, peut-être qu'il fait froid. Non, après, c'était peut-être aussi ce qui sortait des lignes de production. Ouais. Et ils ont peut-être été un peu plus vite que prévu sur la roadmap, ou alors couper court aux rumeurs rapidement. Mm. Et puis il y avait le CES. ils l'ont pas fait CES, hein. C'est genre ça vient de sortir. Ah oui, ça vient de sorti sortir. hier, apparemment. Je vois l'article qui date du 19. Ouais, à mon Et avis, puis en vrai, Apple qui fait des news, ils sont pas besoin de les façon, à mon annoncer avis, dans des événements. c'était pour éviter d'avoir une fuite dans la presse et que les gens soient frustrés d'attendre 6 mois pour avoir le produit. Et peut-être qu'ils avaient des bons rendements. Ouais, ou peut-être juste le truc était prêt, l'Indus était prête, ils ont arrêté l'ancien modèle et ils l'ont sorti. Hein. Ça, en fait, c'est aussi ça l'histoire, c'est qu'Apple, ils ont jamais vraiment beaucoup de stock. Hein. Donc si c'était prêt, ils l'ont peut-être juste poussé et puis en avant rien. Quoi. Je pense qu'il y aurait plus le côté fonderie CPU, comme ils sont un peu plus gros à faire. Et il y avait peut-être eu trop de pertes à ce niveau-là. Et ils ont... Après, c'est des plans sur la comète, comme on dit, mais... Bon, un peu surprenant. J'ai trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Juste, du coup, tant qu'on est dans du Apple, la semaine dernière, je pense, Docker a réalisé une nouvelle version de Docker for Mac qui utilise la virtualisation intrinsèque d'armes, et non pas de risque, mais d'armes, pour faire fonctionner, et qui gagne à peu près 10 fois les perfs quand il tourne, ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce que Docker for Mac, quand tu passes ta vie dans Rosetta, c'est un peu l'enfer sur Terre en termes de batterie. Donc voilà, de petit à petit, les gens de Docker sont en train de faire les bricolages les plus spécieux possibles pour essayer de rendre le truc plus agréable à utiliser sur Mac M Generation, quoi. C'est pas via Rosetta justement là, que ça tombe maintenant, alors qu'avant c'était émulé. Avant il passait par du QEMU, je crois, un truc comme ça. Non, bah non, je crois pas, je crois que c'était vraiment... Ah, ou alors du QEMU, oui, pardon, du QEMU sans... Oui, pardon, probablement. Donc, bah ouais, cool. Ça dépend vachement des workloads après de ce que vous avez, mais... Juste une question, le lien suivant sur le BIOS Brick Motherboard, c'est un truc que vous maîtrisez, ou on est parti sur un truc où personne ne comprend? Ah, si, c'était... Toi, tu maîtrises peut-être? Ça m'est déjà arrivé de briquer des BIOS.
Alors, parce que moi, en fait, j'ai découvert ce lien il y a 2 semaines. Pour moi, effectivement, quand tu foirais en fait ton flash de BIOS, c'était genre ta carte mère était HS, quoi. Et j'ai vu que certains constructeurs, effectivement, avaient un espèce de rescue, entre guillemets, où quand, en l'occurrence, là, dans ce blog, il raconte vite fait que quand tu mets le firmware, du coup, sur une clé USB, en fait, du coup, la carte mère est capable en fait de booter sur la clé USB, peut-être de se reflasher, ou je m'en vais plus trop, et de repartir en fait. Après, il faut juste faire aussi attention, c'est qu'on BIOS maintenant, c'est un terme qui est faux, dans le principe qui est faux. C'est un abus de langage, parce qu'on devrait plutôt parler du UEFI, qui est un système d'exploitation à part entière. Tout à fait. Et donc, il y a toujours une petite brique qui va permettre de lancer. Et sur les cartes mères récentes, parfois il y a du double BIOS et il y a une puce qui va amorcer l'accès à l'UEFI. Et sinon, il y a la bonne vieille technique, on sort le contrôleur série, la pince, on ouvre on ouvre le boîtier et on reflash à l'ancienne le BIOS. C'est ce qu'a fait Blockmotion il y a quelques temps sur un PC portable. D'accord. Tu peux expliquer à quoi ça sert de flasher le BIOS ? Déjà, les failles de sécurité. Il y en a tout le temps, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas posté un lien dans cet épisode, mais enfin bon, il y en a tout le temps. Oui. Il y a l'amélioration du support matériel, donc le cas de nouveaux processeurs. Chez AMD, on connaît avec l'Agesa, j'arrive jamais à le dire. Ça permet de régler des problèmes de conflit matériel, par exemple des barrettes de RAM qui sont pas supportées. Il parle aussi de régler juste des bugs qui étaient présents quand le PC a été ship. Et aussi de corriger par exemple les failles dans Spectre ou Melton qui se corrigeaient directement via la mise à jour du BIOS qui faisait la mise à jour du microprogramme du CPU. Après je fais simple, hein. Mais c'est l'élément qui va démarrer l'ordinateur. Qui va initialiser tous les composants et enchaîner effectivement sur le cycle de boot. Avant, c'était le BIOS qui était écrit en assembleur, qui était sur des puces qui prenaient pas beaucoup de place. L'UEFI est arrivé avec les Mac Intel, et maintenant on en trouve partout. Et ce qui permet d'avoir la souris pour se balader dans le BIOS, la mise à jour graphique. Oui, j'avais vu que navigateur internet possible pour récupérer le firmware. Mais ce que j'avais vu, moi, c'est effectivement tous les constructeurs se partagent en fait une espèce de SDK qui existe et en fait tout le monde réutilise à peu près le même SDK. Qui est fourni par les constructeurs de CPU. Ok, et c'est pour ça qu'en fait toutes les interfaces BIOS, enfin du coup on va dire UEFI, mais se ressemblent à peu près. Ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités aujourd'hui, quoi. C'est intéressant. Les fonctionnalités de base, entre guillemets, elles n'ont jamais réellement évolué, hein. C'est démarrer le processeur, démarrer les entrées-sorties. Donc historiquement, c'était les ports PS2, ports série, ports parallèles. L'USB intervient après puisque c'est une autre puce. Il y a la puce graphique aussi, t'afficher un truc le plus rapidement possible. Oui, mais c'est d'abord le processeur qui ensuite va communiquer avec tout le reste. Ouais. Et qui permet aussi d'avoir, pour ceux qui montent eux-mêmes leur processeur, du moins leur propre ordinateur, d'avoir les codes boot d'erreur sur la carte mère ou carrément affiché pour les serveurs. On peut le voir dans l'IPMI quand on reboot à quel niveau ça merde. Ouais, les codes post. Ouais, voilà, c'est ça, les codes post. Et le fameux bip avant que plus personne. Dans un DC, le bip, c'est dur. Dans un DC, la machine peut crier, personne ne l'entend. Ouais, exactement. Maintenant, nous sommes tous remote pour la gérer. Ça, je pourrais vous raconter une anecdote de data center. Vas-y, je t'en prie. Que j'ai déjà raconté quelques fois. Donc, j'étais chez un hébergeur quand j'ai commencé mon boulot dans l'informatique. Et je déraquais un serveur. Et en le déraquant, j'ai pas fait attention. J'ai créé un arc électrique sur les PDU. Donc, les PDU, ce sont les prises que vous avez à l'arrière qui alimentent les serveurs. Et ça a fait disjoncter un tiers du data center.
ça n'a pas fait disjoncter la baie ou quelques baies, ça fait disjoncter un tiers parce qu'il y avait 3 gros disjoncteurs dans ce data center. Ah. Et je ne me suis aperçu de rien. Ah, Je ne me suis aperçu de rien. On m'a dit, bah, ça faisait pas moins de bruit? Non. Ouais. Non. Parce que t'as 2 tiers du data center qui ventile. Ouais, donc t'es pas ça après. Voilà. Et bah, tu t'es pas aperçu qu'il y avait des LED qui clignotaient pas. Bah, quand une fois que t'as des raquettes fermées la baie, tu fais. Au final, tu fais même. Gaffe. Bah ouais. Tu fais même plus attention tellement que t'es dedans. T'es dans une espèce de routine. Et puis j'ai coupé d'autres entreprises forcément, comme c'était un tiers du data center. Et j'ai coupé Adopi pendant un peu plus de 4 heures. Ah, bon, on va pleurer. c'est dommage, effectivement. Surtout que c'était la grande époque. Adobe, ouais. Mais c'est un bip, on ne l'entendra pas. Ah, clairement pas. Et même les LED, parfois on s'en rend pas compte. Parce que c'est la routine. Et ça, c'est dangereux d'ailleurs. Ok. Je passe à la suite. Oui, Tout à fait. Big Data. J'ai adoré ce troll. Je ne l'ai pas testé et j'adorerais des feedbacks sur ce truc. Il y a des gens qui ont monté un bordel qui s'appelle Ivory SQL. c'est quoi ce Et truc? Ivory SQL, c'est du open source Oracle compatible PostgreSQL. C'est des gens qui ont surcouché PostgreSQL pour apparemment causer Oracle. Et j'avoue que j'étais là genre, ouais, ça c'est drôle. Ça c'est vraiment drôle. Je pense qu'on est sur un niveau de troll qui va être compliqué à atteindre. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais si des gens l'ont testé, je suis intéressé des feedbacks. Parce que là, pour le coup, je suis vraiment, vraiment mort de rire. Le site est joli. Oui. Un petit côté cartoon. Ouais, tout à fait. Et le dernier lien très big data, c'est le How Query Engine Works. Alors ça, c'est un book de quelqu'un qui a écrit quelque chose d'assez complet sur comment un query engine au sein d'un système de base de données fonctionne. C'est vraiment intéressant, y compris si vous n'êtes que utilisateur d'une base de données. Parce qu'en fait, le simple fait de le lire vous donnera vraiment 2000 idées sur comment optimiser une base de données. Et j'ai trouvé que c'était brillant d'avoir écrit ça. C'est un gros boulot, c'est très fourni, c'est très agréable à lire. Je vous recommande cette lecture, j'ai trouvé vraiment passionnant. Ça a l'air assez complet, je l'ai pas encore lu. Mais... Ok. Toujours Nida à la musique. Tu nous parles de ce coup-ci? Donc c'est un vieux groupe nantais. Donc c'est les Little Rabbits. C'est un groupe, on va dire, de mon adolescence. Et voilà, un petit coup de nostalgie. Ouais, d'accord. Moi j'ai bien aimé le début en tout cas. C'est sympa, c'est sympa. Avec le fait qu'il y a aussi un clip musical qui est assez âgé entre les deux. Ah bah on est dans les années 90. Hein. Ouais. On peut se rapprocher de Philippe Catherine. Ah, on est sur une sortie en 97 là. Ouais. Et je me souviens de quand j'ai appris que le groupe avait splitté. Quoi? Je me souviens du moment quand j'ai appris que le groupe avait splitté. Oh merde. J'étais en Belgique à ce moment-là, j'étais en backstage parce que je travaillais un peu dans la musique. Et et j'étais avec d'autres Français et avec fait ah t'es pas au courant le groupe The Little Rabbit, le groupe a splitté. Ah merde. Parce qu'on aimait le groupe justement. C'était on était un petit peu sur les. Ouais, un peu. Ça nous a fait un petit choc. Ouais, forcément, ok. C'est sûr que c'est pas la musique de l'épisode d'avant. Ah, on est plus calme. C'est plus calme, en même temps il y a quelque chose de vraiment violent dedans, j'aime bien. Et puis ça vous donnera une idée d'à quoi peut ressembler l'époque Little Rabbit,
Effectivement, Philippe Catherine, etc. Tous ces gens très surréalistes qu'il y avait à Nantes. Non, c'est une bonne idée. Et puis, écoutez, le clip gros sans pesant de caca. Oui, il a l'air. Et petite anecdote sur Philippe Catherine, dans sa chanson Le Luxor. Oui. Le Luxor est une boîte de nuit qui existe réellement à Clisson, qui est Oui. racheté par le site du Hellfest. Oui. Et il a mixé là-bas. Oui. Et peu de gens le savent. Et c'est sa vie, quoi. Et je serais pas étonné que les Little Rabbit ait eu des contacts avec Philippe Catherine. Oh bah, les écouter, ce serait vraiment étonnant qu'ils ne soient pas entendus, ce Oui, genre. je pense aussi. Parce que... Ouais, il y a quand même un truc, hein. Écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, chers auditeurs, votre collaboration, chers podcasteurs. Ce fut un double épisode de messages à caractère apéritif extrêmement arrosé. Ça va. Toujours dans la modération. On a tous bu de l'eau. Hein. Oui, voilà. Donc du coup, je suis ravi de livrer un épisode de 45 minutes et pas d'1 heure, tu vois, pour une fois. Et donc du coup, je vous remercie encore. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Arnaud ? Twitter, @Baclo. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Nidouille. Et donc moi toujours sur Twitter, WAXZCE. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, à très bientôt. Et comme vous le voyez, on est à peu près de nouveau régulier sur les massifs. Donc à très bientôt à tous. Salut. Salut. Dans la piscine de tes parents,